Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du Bitcoin, Ether, les altcoins avec un marché qui est un peu agité sur les dernières heures. Pourquoi? Parce que on a eu tout simplement pas mal d'annonces qui sont tombées. On a également Donald Trump qui prend la parole à l'heure actuelle, donc on peut s'attendre à de la volatilité. Et une volatilité qui a commencé à 15h30. Pourquoi? Parce qu'on a Cynthia Lummis qui est tout simplement la sénatrice qui est pro-Bitcoin, qui a commencé à faire quelques tweets, des grandes choses arrivent avec le logo du Bitcoin. On a eu ici rester connecté à 10h du matin chez eux, donc 16h de notre côté. Donc il y a pas mal de personnes qui ont pricé une réserve stratégique du Bitcoin et on voit qu'on a eu une forte hausse. Au final, ça n'a rien à voir, c'était juste pour nous dire que au final la news allait tomber après, ça n'avait rien à voir avec la réserve stratégique, ça tout simplement nous disait que le Sénat américain s'apprête à voter pour la nomination de Cynthia Lummis comme la présidente de la commission des actifs numériques. Donc voilà, le marché automatiquement a repricé directement à la baisse. Ensuite, on a Donald Trump qui actuellement est toujours en train de parler, qui donne pas mal d'informations sur des décisions qu'il va prendre, sur les cryptos, sur l'économie. Bon, il parle de manière générale, il parle pas trop des cryptos. J'ai vu un tweet qui est passé sur les cryptos. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. D'ailleurs, ici, j'ai tout simplement un bot qui va relayer toutes les informations importantes, ça soit en économie, en crypto, ça donne des informations en temps réel et c'est très pertinent, ça peut tout simplement vous permettre de suivre ce qui se passe sur les cryptos en temps réel. Donc voilà, un marché avec pas mal de volatilité, mais qui est toujours bloqué ici entre deux bornes. Et la plupart des gens s'attendaient à une réserve stratégique, c'est ce qui est le plus attendu. Alors il y en a qui vont dire oui, mais quand l'annonce va tomber, il va y avoir un sell the news. Pour moi, si on dit que il y a une réserve stratégique qui arrive, il y aura pas de sell the news. Et ça sera très bullish pour l'écosystème crypto et on peut rapidement s'envoler. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a un sell the news, c'est quand 99% des gens ont une information. Et au moment où cette information s'avère vraie ou qu'elle est tout simplement mise en place, là on a un sell the news. Je prends un exemple tout simple. Au moment du halving, tout le monde a la date. Tout le monde sait que à cette date-là, on a le halving. Donc il peut y avoir un pricing, et au moment qu'on a le halving, on a tout simplement un sell the news. Mais à partir du moment où la réserve stratégique, qui certaines personnes disent qu'elle va arriver dans les prochains jours, d'autres dans les prochains mois, on n'a pas une information qui est concrète. Est-ce qu'il y a 99% des investisseurs qui pensent qu'elle va arriver dans les prochains jours? Non. Est-ce que le marché a pricé qu'elle allait arriver dans les prochains jours? Absolument pas. Donc à partir du moment où elle tombe, là il y a un vrai pricing. Mais les sell the news, ça va être par exemple, là de ce que j'ai en tête, on va voir LTC. Au moment où il y a eu son halving, vous voyez, halving de LTC août 2023 de mémoire, voilà, ici, août 2023, on a, alors je vais vérifier, LTC, halving 2023. Mais de mémoire, c'est en août. Est-ce que je peux avoir la date? Est-ce que je peux avoir la date? 5 août. Voilà, 5 août. Et bien, tout simplement, on a eu un sell the news qui a eu lieu pendant plusieurs journées. Voilà, qui a commencé avant même et voilà, qui s'est étalé pendant un moment. Donc ça, voilà, ça, c'est un sell the news classique. On a par exemple Ether lors de son passage à Ether 2.0, du Proof of Work au Proof of Stake, qui était en septembre 2022, ici. Ouais, ça c'est le crash de FTX. Oui, donc là, c'est notre passage Ether 2.0. Donc vous voyez, on peut avoir ici une sorte de, pas de buy the rumor, parce que là on est au courant qu'il va y avoir cet événement, mais les gens price en avance, et au moment où elle tombe, la plupart des gens se disent c'est bullish, ça y est, on passe en Ether 2.0, sauf que c'est déjà pricé dans le cours. Et là on a un sell the news. Je pense par exemple à Chiliz, qui est un projet crypto qui permet de tokeniser des fan tokens en lien avec le sport. Par exemple, si vous allez, j'avais déjà ouvert des pages pour vous montrer, si vous allez ici sur CoinMarketCap, Atlético Madrid, c'est un fan token qui est sur la blockchain Chiliz. Si vous mettez PSG, c'est un fan token qui est sur la blockchain Chiliz. Donc c'est un lien avec le sport, c'est un lien avec surtout la Coupe du Monde de 2022. Et on voit bien que avant cette Coupe du Monde 2022, on a eu une bonne phase de hausse. Au moment du lancement de la Coupe du Monde, novembre 2022, là on a eu un sell the news, parce que là tout le monde a l'info, tout le monde sait que le lancement de la Coupe du Monde c'est telle date, et le bottom a été posé à la fin ici de la Coupe du Monde. En tout cas, un bottom, on a eu une réaction acheteuse. Donc attention aux interprétations de est-ce que c'est un sell the news ou pas, ça dépend. Quand tout le monde a l'info, ce qui va être un halving, le passage de Ether Proof of Work au Proof of Stake, d'un événement majeur comme ça, oui, on peut l'avoir, mais quand tout le monde n'est pas sûr qu'on a tout simplement un événement, et qu'il y a une bataille sur, il y a 30% des gens qui vont dire oui, 70% qui vont dire non, et ben là, si on a un oui, là, ça sera pas un sell the news. Par contre, s'il y a 99% des gens qui ont déjà pricé la nouvelle, parce que c'est du sur
100%. Bien sûr, au moment où elle tombe, au moment où il y a vraiment la nouvelle qui arrive, là, ça peut être un sell the news. Ou en tout cas, on n'aura pas un gros pump. C'est pour ça que des fois, quand on a une baisse des taux d'intérêt, on n'a pas une hausse du marché, les gens se disent, je comprends pas, les taux baissent, c'est bullish pour le marché, pourquoi ça monte pas? Parce que c'était sûr qu'on allait l'avoir, c'était déjà pricé et c'était déjà enregistré dans le cours. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte. Maintenant, si je rentre sur l'analyse du Bitcoin d'un point de vue technique, et ben ça n'a pas bougé. Et vous voyez, les bandes qu'on a tracées, on fait toujours du ping-pong entre ces deux bandes, c'est ce que je vous avais dit hier. On était sur la borne haute, donc on avait plus de chances d'avoir une réaction vendeuse, et on est revenu chercher la borne d'achat, 101 500 $, c'est vraiment un niveau clé. Je vous en parle depuis un moment, on voit bien, on est revenu chercher ce niveau-là, et à nouveau, bam, réaction acheteuse, et là on revient chercher la borne haute. Pour le moment, moi mon plan est clair. Peu importe les news qui tombent, peu importe comment le marché se comporte, de ce que Trump dit, de ce que la sénatrice va mettre en place, moi j'ai toujours ces deux niveaux que je surveille, je ne veux pas repasser sous les 100 000 $. Là on commence à avoir de l'acceptation, pour la première fois on voit qu'on a de l'acceptation au-dessus des 100 000 $. L'acceptation c'est quoi? C'est avoir un pullback, un rejet. C'est la première fois qu'on a un pullback et un rejet sur les 100 000 $. Parce que là, c'est un niveau qui faisait office de résistance, on l'a break, mais on l'a directement réintégré. On n'a pas eu d'acceptation, on n'a pas eu de rejet acheteur sur ce niveau-là. Là, on n'est pas repassé au-dessus, et là, pour la première fois, on repasse au-dessus. Et ça, c'est un pivot clé. Donc pour moi, c'est un niveau qui doit tenir, et on doit faire un nouvel ATH. Là, actuellement, on est en compression, on est en range, donc comme je vous l'ai dit hier, je vais vous le répéter encore aujourd'hui, trading de range, on cherche des achats sur la borne basse, comme aujourd'hui 101 500 $, et on cherche des ventes sur la borne haute, 106 500 $, et sinon, si on veut jouer la continuation de tendance, on attend un break avec un bon flux, idéalement un pullback, ou pas, hein, ça dépend comment le marché part, et là on pourra faire de la continuation de tendance. Mais moi, je veux que ce niveau tient, alors quand je dis je veux, c'est pas moi qui fais le marché, c'est pas moi qui décide, mais ce que je veux faire comprendre quand je dis je veux, c'est que si ça ne tient pas, je réduirai mon exposition sur les cryptos, parce que là on aura une prise de liquidité, ici, une déviation, réintégration de ce range-là, pour moi on pourra aller chercher la borne basse, sachant qu'on a déjà fait une déviation, ça sera pas très bon, et on pourra aller, selon moi, beaucoup plus bas. Donc c'est vraiment le niveau clé. Et peu importe les annonces qui tombent, peu importe ce que Donald Trump dit, peu importe ce que la sénatrice dit, peu importe ce que je vois globalement, ce niveau, c'est un pivot clé, c'est le niveau des 100 000 $. Pour moi, on commence à avoir de l'acceptation au-dessus, ça serait vraiment pas bon de repasser en dessous de ce niveau-là. Donc c'est vraiment le pivot clé que je surveille sur Bitcoin, et je vous en avais parlé depuis un moment, hein, mais c'est mon niveau où tant qu'on situe au-dessus, j'ai un biais bullish sur les cryptos, je vise un nouvel ATH, on a déjà fait le nouvel ATH, mais je vise une continuation de la hausse, et je cherche des achats, globalement. Si on repasse en dessous de ce niveau-là, je réduirai mon exposition, on retournerait dans ce range-là, mais surtout, retourner dans un range après avoir fait ici un nouvel ATH et ne pas avoir clôturé au-dessus, ça serait pas bon. Mais c'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, j'ai un biais bullish, tant qu'on se maintient au-dessus des 101 500 $, et pour moi, on a plus de chances d'avoir une continuation de la hausse. Sur du plus court terme, Bitcoin, toujours le tunnel lunaire qui fait office de support, toujours le 15 minutes et le 5 minutes qui sont globalement pleins, ce sont des moyennes mobiles qui permettent de matérialiser une tendance, et ces moyennes mobiles sont toujours plates à l'heure actuelle, donc globalement, c'est normal, on est dans un range. Les moyennes mobiles sont le reflet de ce que font le prix, d'accord? Ils évoluent bien entendu en fonction de ce que font le prix. Donc c'est normal que quand on est dans un range, ces moyennes mobiles sont plates. Maintenant, moi, ces moyennes mobiles-là me permettent d'avoir un point de repère. Quand on débute, ça nous permet d'avoir également une meilleure représentation de si on est en tendance, si on est en range. Peut-être certains ont du mal à savoir si on est en tendance ou si on est en range, ce qui est normal quand on commence. Vous pouvez mettre des moyennes mobiles. Vous pouvez mettre des moyennes mobiles sans le prix. Par exemple, vous pouvez masquer le prix. Et vous pouvez identifier facilement, est-ce qu'on est en tendance haussière, est-ce qu'on est en range, ou est-ce qu'on est en tendance baissière. Et ça, voilà, c'est assez simple à le voir, en tout cas, j'arrive à le voir facilement, mais avec l'expérience, si vous avez du mal, ça va être beaucoup plus simple. Ici, on a une tendance haussière, d'accord? Ici, on a une tendance baissière. Là, on a une phase de range. Là, on a une tendance haussière. Là, on a une phase de range. Voilà, c'est assez simple à voir. Là, on a une tendance baissière, une tendance haussière. Là, on a un petit range, etc., etc. Voilà. Ici, les différentes phases de hausse ou de baisse. Et là, on va me dire, oui, mais ça sert à quoi de faire ça? Eh ben, ça sert à avoir déjà un biais directionnel. Savoir si on va plutôt chercher des achats dans une tendance haussière, plutôt des ventes dans une tendance baissière, ou chercher à se positionner sur les extrémités dans un range. À partir du moment où vous avez ça, vous avez une partie de votre plan. Alors bien sûr, ça fait pas tout, mais vous savez déjà si vous allez plutôt chercher des achats, des ventes, sur repli, sur des niveaux de support, comment vous allez agir sur le marché. Et ensuite, voilà, après, il faut avoir les replis, il faut avoir la réaction acheteuse, il faut avoir des confirmations. Ça, c'est à vous de les bosser, c'est à vous d'avoir votre plan, votre stratégie, c'est à vous de backtester. Et le trading, c'est vraiment du backtest. C'est que du test. Ça veut dire que vous allez avoir un ensemble de conditions. Une condition A, une condition B, C, D. Ça sert à rien d'avoir 100 conditions. Mais par exemple, la condition A, ça va être dans une tendance haussière.
La condition B, ça va être avoir un fort flux haussier, ça veut dire les moyennes mobiles qui sont tous orientés à la hausse. Admettons, un 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. La condition C, ça va être tout simplement de revenir chercher le tunnel 15 minutes, c'est-à-dire un cours qui va légèrement baisser et revenir chercher le tunnel 15 minutes ici. La condition D, ça va être à l'intérieur de ce tunnel 15 minutes, avoir un point pivot daily. D'accord? Voilà, ici, ces points pivot daily, ces points blancs qui nous permettent tout simplement, en fonction, c'est des niveaux qui sont calculés en fonction des clôtures de la veille, en fonction des hauts et des bas la précédente journée. Si on a des points pivot weekly, c'est la précédente semaine, de déterminer des niveaux de support et de résistance. Et par exemple, on va ajouter une dernière condition, une condition E, et ben je veux un ravalement haussier. Là, vous avez par exemple un potentiel setup, juste technique. Après, il faut ajouter la gestion de risque, il faut ajouter tout ça, et ça, vous pouvez le backtester. C'est-à-dire, vous le testez sur un grand nombre d'échantillons de trades, 50, 100, 200 trades, et vous faites des stats, et vous voyez ce que ça donne. Et peut-être, vous allez vous apercevoir que, alors, ce setup est rentable, mais légèrement, c'est-à-dire que il peut être utilisé, mais pour moi, on va dire, il est pas assez. Alors là, quand je dis pour moi, c'est, j'ai pas fait le test, hein, mais admettons, j'avais fait le test. Pour moi, il est pas assez intéressant pour le trader. Je vais chercher à l'améliorer. Et du coup, je vais regarder des patterns qui se répètent. Je vais filtrer sur les 200 trades. Je vais regarder, ok, qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être tu vas te rendre compte que c'est un setup qui marche beaucoup plus en cherchant des longues que des achats, parce que tu as un meilleur taux de réussite sur les longues que sur les shorts. Peut-être que tu vas te rendre compte que le vendredi, c'est pas une bonne séance de trading. T'arrives pas à avoir des données intéressantes, enfin des données, c'est pas une bonne journée, les stats sont pas bonnes, et c'est pas la meilleure journée. Peut-être que tu vas te rendre compte que le meilleur actif à trader, c'est Ether. Et de cette manière, bah, tu vas pouvoir l'améliorer. Tu vas supprimer les shorts, tu vas supprimer le vendredi, tu vas te concentrer sur Ether. Et là, tu vas peut-être avoir des stats beaucoup plus intéressantes. Mais pour ça, pour faire ce travail-là, faut backtester. Tu ne peux pas trader à l'aveugle. Et la meilleure façon d'être confiant dans son trading, c'est tout simplement d'avoir une stratégie qui a été backtestée sur un grand nombre d'échantillons. Et je parle pas ici de 5-10 trades, parce que 5-10 trades, c'est pas représentatif. Ça veut rien dire. C'est subjectif parce que il y a toujours le facteur chance. Par contre, le facteur chance diminue et est nul qu'on commence à avoir 100, 200, 300 trades. Donc c'est là l'importance de backtester une stratégie. Donc voilà, sur Bitcoin, vous avez globalement mon plan, hein, c'est-à-dire que sur les extrémités là, on cherche des achats, on cherche des shorts. Ici, c'est une bonne zone pour prendre des profits si vous avez été long ici, ou potentiellement ouvrir des shorts, mais j'attendrai quand même une réaction vendeuse, parce que là on a quand même un assez fort flux aussi, on voit qu'on a eu un fort rebond. Alors je préfère aller chercher des extrémités hautes avec ici des patterns de retournement, une inversion de notre dynamique, que voilà, ici c'est plus compliqué de prendre des shorts quand on a comme ça 3 bougies haussières consécutives. Voilà pour Bitcoin, Ether qui réagit à la hausse, mais ça reste faible, hein, il reste toujours sur son niveau de support avec pas une forte volatilité. Tant qu'on tient les 3200, ça reste encourageant et on peut aller chercher 3004, 3005. Si on commence à perdre les 3002, on aura de grandes chances d'aller chercher ici 2800, 2900 dollars. Voilà, là-dessus, pas grand-chose à ajouter de mon côté. Au niveau des altcoins les plus fortes, on a Chainlink qui se démarque bien, ça a été une altcoin qui était forte ces derniers jours, c'est à nouveau une altcoin qui est forte aujourd'hui, mais on n'a pas spécialement d'altcoin qui performe super bien aujourd'hui. Je voulais regarder avec vous la Bitcoin dominance, qui est légèrement en hausse. Ça serait bien de maintenir et de rester sous les 59%, parce qu'on a quand même ici une petite distribution avec un pivot qui est important, hein. Les 59%, on voit que c'est un niveau de résistance. Si on break ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller pousser au niveau des 60%. Par contre, pour moi, c'est très peu probable d'avoir de l'acceptation au-dessus des 60%. Je parle vraiment d'acceptation, parce que si on a l'annonce sur la réserve stratégique qui sort, on peut avoir une très forte impulsion sur le Bitcoin et du coup avoir une hausse de la Bitcoin dominance. C'est pas impossible. Mais j'ai du mal à voir un Bitcoin qui va s'installer au-dessus des 60%. Pour moi, on est déjà sur des niveaux assez hauts. On a tout simplement la market cap du Bitcoin qui représente 60% de la capitalisation totale des cryptos. Pour moi, c'est assez énorme et pour moi, c'est clairement une charte qui est baissière sur le long terme. Bien sûr, on peut pousser 60, 61, mais ça reste une charte pour moi qui sera tout simplement baissière sur le long terme. Donc voilà, pour moi, là on a eu un signal quand même qui nous montrait que on avait une réaction. On avait des altcoins qui se manifestaient. Maintenant, il faut vraiment confirmer et repasser en dessous de ce canal haussier, parce que là, on avait break le bas. On voit que le tunnel daily, on l'avait également break. On est passé d'un tunnel daily qui était haussier à plutôt un tunnel daily qui était plat, qui nous témoigne du range qu'on est en train de mettre en place. Maintenant, il faut vraiment confirmer break pour aller chercher les prochaines targets, où là, on pourra avoir une altcoin. Maintenant, il y a toujours eu un retard. En général, c'est rare que les altcoins performent en même temps que le Bitcoin. On a toujours eu un écart entre Bitcoin et les altcoins, c'est-à-dire Bitcoin pump et ensuite les altcoins suivent. Alors au niveau du S&P, on a d'ailleurs fait un
un nouvel ATH qui a été enregistré. Donc ça, c'est plutôt bullish pour le marché crypto. Après, avec l'effet Trump, tout ce qu'il est en train de dire, c'est plutôt des annonces qui sont à accès risk-on. Donc tout simplement, les assets à risque qui vont plutôt performer, parce que ça reste un président qui va mettre en avant l'économie, qui a une mentalité où globalement c'est un investisseur de base, c'est quelqu'un qui est multimilliardaire bien avant d'être président. Donc voilà, il va faire en sorte que le marché se comporte bien. En tout cas, c'est ce qui a eu lieu pendant sa période de 2016, 2017, etc. On voit qu'au moment où il a été président, on a eu ici une baisse de l'indice de dollar, ce qui nous montre tout simplement une augmentation des assets à risque et une phase là de marché où c'était vraiment pas intéressant d'être sur les risk-off, donc les assets non risqués, si je peux les appeler de cette manière-là. Maintenant S&P qui fait ATH sur ATH. Bon, moi je trade pas du tout le S&P. Maintenant, si je cherche à le trader, est-ce que j'ai envie de short ce genre de chart? Parce que ça, c'est vraiment une mode chez beaucoup de personnes, c'est d'essayer de choper le point haut. De se dire, ah ben tiens, si je chope le point haut ici, je suis un génie, je vais essayer de trouver le top de marché parfait. Ici, je vais essayer de trouver le top de marché parfait. Les gens, ils passent leur vie à faire ça. C'est-à-dire que sur une charte qui est haussière, ici, au lieu d'avoir une mentalité et de se dire, moi, mon but, c'est pas de trouver le point haut, c'est pas d'être le meilleur et d'avoir le top de marché et après de m'en vanter partout. Mon but, c'est tout simplement d'accompagner la tendance. J'ai une dynamique qui est haussière, j'ai des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, je fais la continuation de tendance. Bah non, les gens, ils vont chercher à trouver le top ici, ici, ici. Et à un moment, il va avoir lieu. Sauf que, déjà, ils seront fait short, enfin, ils seront fait stop loss la plupart du temps. Et surtout, il y a de grandes chances qu'ils ne tombent pas dessus. Parce que, soit ils sont fait stop loss, c'est-à-dire qu'ils ont mis un stop loss au-dessus de ce niveau-là, on a été les chercher, on a réintégré, et ils se sont dit, ouais, non, là, c'est pas spécialement le top. Mais globalement, quand on regarde comme ça, en fait, la question, si vous investissez sur le S&P, c'est est-ce que vous croyez au futur? Parce que bon, le S&P, ça a un gros impact dans le monde, la plupart des gens ont les yeux rivés sur ce que fait les États-Unis, sur la Fed, sur le S&P, etc. Est-ce que vous croyez en l'économie? Si vous croyez en l'économie dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, vous êtes bullish. Si maintenant vous dites, ouais non, moi l'économie, j'y crois pas, le monde là, il arrive dans un stade où ça va partir en cacahuète, n'investissez pas, bien sûr, ça dépend de vos croyances. Mais si je prends comme ça, je vais prendre même le dos, on a une meilleure charte sur le long terme, logarithmique, tac, voilà. C'est compliqué d'être bearish quand on voit ça. Bien sûr, on a des phases de retracement, bien sûr, on a des phases de range, mais globalement, l'économie reste bullish sur du long terme. Pour moi, restera bullish. Donc, je vais plutôt avoir un biais boule automatiquement sur du long terme. On met des moyennes mobiles, hop, toutes les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, le 4 heures au-dessus du daily, le daily au-dessus du 3 jours, pas des pullbacks comme ça, sont des opportunités d'achat. Bien sûr, vous vous comportez pas de la même manière entre quelqu'un qui va faire de l'intraday, qui va tout simplement chercher des longues dans le tunnel 1 heure par exemple, quelqu'un qui va faire du moyen terme, qui va chercher des longues dans le tunnel 4 heures, et quelqu'un qui va faire du long terme, qui va chercher des longues globalement dans le tunnel 3 jours. Bien sûr, la fréquence d'aller chercher ce tunnel 3 jours, il est pas tous les jours. Voilà, on y va le rechercher quelques fois. Bien sûr, c'est accompagné de baisse de moins 15, moins 20%, voire plus sur le S&P, mais quand on y va, c'est un bon moyen de se positionner sur du long terme. Donc moi je reste bullish sur le S&P de manière générale. Bien sûr, si on commence à avoir des patterns de retournement, et c'est là l'importance d'attendre la réaction vendeuse, la pattern qui nous dit ok, potentiellement là on est sur un top de marché. Et ça, comment on le voit? Et ben hop, je vais tout supprimer. Ça va être une réaction vendeuse avec par exemple un ravalement baissier, une pattern de top. Ça peut être également un break de moyenne mobile. Par exemple, on perd le tunnel daily. Là on voit qu'on perd le tunnel daily, là on peut se dire ok, là, on change de dynamique. On était dans une forte dynamique haussière. Maintenant, on peut être dans une dynamique baissière. Ça peut être par une pattern de retournement, comme on a eu sur le Nasdaq, qui est très simple à identifier. On la voit ici. Sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux, plus bas que le précédent. Ça, c'est un signal de retournement. Qu'on n'a pas, qu'on est dans une dynamique qui est haussière. On le voit bien. Cherchez-moi ici des patterns de retournement. Cherchez-moi des structures de top. Non, on fait DW. Par contre, là, on inverse notre dynamique. On voit que sommet et creux de plus en plus bas. Jusqu'à faire quoi? Hop, pardon, j'ai ouvert un bloc-notes, c'est pas ce que je voulais, tac. Jusqu'à faire quoi? Jusqu'à faire ici une pattern de retournement. Creux, sommet, creux, plus haut. Ça, c'est bullish, d'accord? Et voilà, c'est globalement ce que je voulais vous faire comprendre, c'est ne cherchez pas à anticiper le top de marché, faites de la continuation de tendance. En tout cas, un marché US qui est bull, c'est bullish pour les cryptos de manière générale. Maintenant, ça change pas. Moi, je vous l'ai dit, mais je vous reparle, c'est ce niveau des 100 000 $. Pour moi, c'est un niveau clé sur Bitcoin qui doit absolument tenir. J'ai terminé avec l'analyse du jour, on va terminer avec le
le commentaire, qui est très intéressant. Salut Nico, super vidéo comme tous les jours, je te remercie Daris, je participe à la foire aux questions, n'hésitez pas vous à participer aussi en posant une question dans le même style que Daris, alors ça peut pas la même question mais dans le même délire, ça veut dire quelque chose que vous posez comme question, trading, investissement crypto, et j'y réponds en commentaire. Qu'est-ce qui caractérise la valeur que prend un actif après un achat? Je prends un exemple aléatoire, si j'achète 100 € de Atom, ça fait monter le prix de 0,1 $, mais si j'achète 100 € de Chainlink, ça fait monter le prix de 0,03 $. Alors, l'offre et la demande, ça va dépendre de différents critères. Mais le plus important, c'est de comprendre le fonctionnement d'un carnet d'ordre. Donc pour ça, on va aller par exemple sur Binance. On va aller sur Binance. Et ici, je vais prendre le screenshot, tout simplement, d'un carnet d'ordre. Hop. Et je vais aller sur cette charte. Tu ne peux pas anticiper à l'avance comment le marché va évoluer, parce que ça va dépendre tout simplement de la liquidité qu'on a dans un carnet d'ordre, ça va dépendre également des acheteurs agressifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux types d'ordres. Je vais les noter. On a ce qu'on appelle les ordres agressifs, qui sont tout simplement des ordres market, d'accord? Ils sont directement exécutés au marché, et on a ce qu'on appelle des ordres limites, c'est des ordres passifs. Ce qui fait bouger le marché, c'est les ordres market, parce que c'est ceux qui vont se faire directement exécuter. Les ordres limites, c'est ceux qui sont dans le carnet d'ordre ici, qui sont en attente d'être exécutés. C'est de la liquidité qui est en attente d'être exécutée. C'est tout simplement un trader, un investisseur qui va se dire, moi, je ne veux pas me positionner tout de suite, parce que le prix ne m'intéresse pas, je veux soit vendre plus haut, soit acheter plus bas. Mais ça ne fait pas bouger le prix, parce que ça n'a aucun impact sur le marché à l'instant T. Ça peut l'avoir pour créer des niveaux de support, de résistance, parce qu'on a des niveaux qui bloquent le prix. S'il y a beaucoup d'acheteurs sur un niveau, on va pas pouvoir aller plus bas tant que tous les acheteurs n'ont pas été consommés, mais ces ordres limites n'ont pas d'impact sur le prix à l'instant T. C'est les ordres market qui vont faire bouger le prix. Pourquoi? Parce qu'un ordre market, c'est tout simplement un trader, un investisseur qui se dit, moi je veux faire exécuter tout de suite. Donc l'ordre limite, il apporte de la liquidité dans le carnet d'ordre, c'est un ordre tout simplement maker, c'est un fournisseur de liquidité, alors qu'un ordre market, c'est un ordre taker, c'est-à-dire qu'il va prendre la liquidité dans le carnet d'ordre. Et c'est pour ça que les ordres market, vous payez beaucoup plus de frais que les ordres limites. Maintenant, ce qui fait bouger le prix, comme je l'ai dit, c'est les ordres market, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive ici, on a ici le carnet d'ordre sur Binance, qui nous montre tout simplement le nombre de BTC qui sont vendus en fonction d'un prix. 105 190, 105 191, etc. Si vous arrivez ici et vous dites, ok, j'achète en buy market, c'est-à-dire que j'achète au marché tel montant en Bitcoin, et ben vous allez faire augmenter le prix jusqu'à avoir en face une contrepartie. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que un acheteur est égal à un vendeur. Donc si vous voulez acheter un Bitcoin, faut qu'en face, vous avez un Bitcoin qui soit vendu. Et là, avec le carnet d'ordre il bouge en permanence. Quand on regarde sur Binance, là, ça fait que de bouger. Vous voyez, tac, tac, ça bouge, c'est très très rapide, d'accord. Plus vous êtes sur une grosse plateforme, plus il y a de liquidité, plus il y a de volume, plus il y a d'échanges, plus ça bouge vite, automatiquement. Et je vous conseille de trader sur des grosses plateformes avec beaucoup plus de volume, parce que vous éviterez le spread, et ça peut clairement jouer dans votre trading. Donc je reviens sur ce que je disais, un acheteur est égal à un vendeur. C'est-à-dire que si je me pointe à ce moment-là, et j'achète au marché un Bitcoin, eh ben le prix va monter jusqu'à m'exécuter mais un Bitcoin. C'est-à-dire que là, je vais consommer celui-là, jusqu'à avoir mes un Bitcoin. C'est-à-dire je fais le total ici de ça, des montants, jusqu'à avoir tout simplement un Bitcoin. Je vais peut-être m'arrêter, je vais bien monter dans le carnet d'ordre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de liquidité à ce moment-là, et je vais peut-être monter à 105 205 à peu près là, peut-être un peu plus haut à ce niveau-là. Alors bien sûr, ça va très vite, d'accord? Ça se trouve entre temps, le temps que j'appuie sur mon ordre d'achat, ici il va y avoir des BTC qui vont être vendus en plus. Le prix évolue en même temps, vous voyez ici 1,13, on avait vu 0,43, là 0,82, donc bien sûr ça va varier. Mais hop, à ce niveau-là, il y a très peu de liquidité dans le carnet d'ordre, donc le prix va monter. Et mon prix moyen d'exécution ne va pas être 105 187. Il va être la moyenne en fonction des ventes qu'il va y avoir en face. C'est-à-dire que je vais acheter 0,179 BTC à ce prix-là. Je vais acheter 0,00046 BTC à ce prix-là. 0,0, etc. C'est pas j'achète un Bitcoin à ce prix-là. Non, en face, il y a une contrepartie, donc faut s'adapter au prix de cette contrepartie à laquelle les vendeurs souhaitent vendre. D'accord? Donc, globalement, quand tu me poses ta question et tu me dis si j'achète 100 € d'Atom, ça fait monter le prix de 0,1 $, non, c'est pas parce que à ce moment-là où toi t'as acheté
du atome, ça fait augmenter le prix de 0,1 $, que ça va être le cas à chaque fois, parce que ça va dépendre de la liquidité dans le carnet d'ordre. Tu peux des fois acheter 100 € d'atome et le prix ne bouge pas. Pourquoi? Parce que en face, tu vas avoir directement une contrepartie qui va vouloir te vendre 100 € d'atome. Par contre, tu peux bien sûr acheter 100 € d'atome, et s'il n'y a pas de liquidité dans le carnet d'ordre, s'il n'y a rien, et ben le prix va monter, 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 jusqu'à trouver en face une contrepartie. Et c'est pour ça que ceux qui ont des gros ordres d'achat ou des gros ordres de vente, qui ont énormément d'argent sur les marchés, ils rentrent avec des ordres fractionnés, parce que sinon ils peuvent fortement impacter le marché. Et c'est pour ça que c'est plus simple de rentrer avec des petits montants que sur des gros montants. Et les grosses institutions, bah, ils sont beaucoup plus embêtés, parce qu'ils ne peuvent pas se positionner n'importe comment, sinon ils peuvent détruire le marché. C'est-à-dire que là, une grosse whale qui arrive avec des centaines de millions de bitcoins, ou j'exagère, là on est sur des gros montants, mais énormément de bitcoin, il peut traverser le carnet d'ordre. Et clairement, il peut faire un trou. Et bah, alors là, on va me dire, oui, mais c'est bullish du coup, parce qu'il peut faire pump le marché. Mais n'oubliez pas que il se fait pas exécuter au prix le plus bas. C'est-à-dire ça se trouve, il va rentrer un ordre de, je vais dire, allez, 100 000 bitcoins à 105 000 $. Sauf que le prix, il va pump jusqu'à 110 000 $, 115 000 $. Et lui, son prix moyen d'exécution ne sera pas de 105, mais il sera peut-être de 108, 110, 112, ça va dépendre de en face où est-ce que la contrepartie a été exécutée. Donc voilà globalement comment, je ne suis pas rentré dans les détails, plein de choses à prendre en compte, parce que entre un stop loss, un TP, voilà, il y a plein d'ordres comme ça qui vont varier, qui vont impacter le marché, mais pour faire simple, voici comment le marché évolue. Ça dépend des ordres market, c'est eux qui impactent le marché. Les ordres limites, c'est des ordres qui sont en attente d'être exécutés. Ils peuvent faire office de support et de résistance, parce que pour passer au prix là en dessous 105 188, je dois vendre pour 1,48 473 bitcoin. Tant que j'ai pas vendu, je ne passe pas au prix d'en dessous, parce que là j'ai un ou plusieurs mecs qui souhaitent acheter des bitcoins à ce prix-là. Voilà, en tout cas une question très intéressante qui, je pense, peuvent en aider plus d'un. Si vous avez des questions là-dessus, des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez me les poser. Vous pouvez également rejoindre le Discord, c'est entièrement gratuit et ça vous permet simplement d'échanger avec une très bonne communauté qui grandit, qui cherche à croître, qui se pose énormément de questions, qui est très curieuse et qui est très pertinente sur leurs réponses. Je vous mets le lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.